Le 6 juillet dernier, le centre-ville de Lac-Mégantic a été secoué par un drame sans précédent. Un convoi pétrolier a déraillé. La déflagration a causé la mort de 47 personnes. Ce soir, nous consacrons toute notre émission à cette tragédie pour tenter de comprendre ce qui s'est passé. D'abord, revoyons le fil des événements. Nantes, en banlieue de Lac-Mégantic, au Québec, vendredi 5 juillet, 23h. Tiré par 5 locomotives, le convoi de 72 wagons-citernes longe la route 161. Le train s'étire sur près d'1,5 km. Curieusement, le conducteur de la compagnie MMA, Montreal Main and Atlantic, immobilise son train sur la voie principale. Pourtant, à sa droite, la voie d'évitement dispose d'un dérailleur. C'est un dispositif de sécurité qui fait dérailler le train lorsqu'il avance accidentellement. Selon MMA, le conducteur applique les freins sur une dizaine de citernes et les armes sur chaque locomotive. Le conducteur quitte ensuite les lieux pour l'hôtel. Sans surveillance, le convoi pétrolier doit rester là jusqu'au lendemain matin. 23h32. Une automobiliste fait un appel au 911, car le feu jaillit du moteur de la locomotive de tête. Les pompiers de Nantes sont dépêchés sur place. Ils éteignent le moteur de la locomotive et maîtrisent l'incendie. Ils quittent ensuite les lieux avec la permission d'un employé de MMA. Le train est à nouveau laissé sans surveillance. Minuit 56. Le train se met en branle, sans personne à bord. Entraîné par la gravité, le convoi de 10 287 tonnes file droit vers le centre-ville de Lac-Mégantic. 12 km séparent Nantes et Lac-Mégantic. Le dénivelé entre les deux villes fait 100 mètres, une pente de 1,2 %. Pour un train, c'est l'une des pentes les plus raides au Canada. 1h14. Phare éteint, le train fantôme roule depuis 18 minutes. Il s'engouffre dans le centre-ville à quelques 100 km à l'heure. La vibration est telle que les locomotives se détachent et poursuivent leur route sur 800 mètres. 63 wagons-citernes déraillent, s'entrechoquent. Lac-Mégantic a des airs d'apocalypse. Un mur de flammes qui était très haut, qui dépassait les arbres. On voyait que ça en sortant de la maison. Même si le directeur de la sécurité incendie ne réalise pas toute l'ampleur de la catastrophe, il prend les devants et demande le maximum de renforts. Mégantic, vous faites appel au service d'incendie de Nantes, au service d'incendie d'Odette, service d'incendie de Lambton, service d'incendie de Lac-de-Rolette, s'il vous plaît. Puis rejetez Saint-Romain. 10-4, est-ce qu'on déclenche tout avec la générale? Lisez avec toute la générale. Feu majeur ici au centre-ville de Lac-Mégantic. En route vers le centre-ville, les hypothèses se bousculent. C'est peut-être un avion qui est possiblement écrasé, mais encore là, l'hypothèse était plausible, mais c'est en se déplaçant que là, j'ai vu la silhouette des wagons, des derniers wagons. C'est notre cocktail de train. C'est notre cocktail de train. Denis Lauzon reconnaît le train pétrolier parce qu'il traverse le centre-ville plusieurs fois par jour. Et cette nuit, ce qu'il craint par-dessus tout, c'est que des citernes de gaz propane soient attachées au convoi. Le gaz est si dangereux qu'il pourrait faire tout exploser. Impuissant à sauver les gens au cœur du brasier, Denis Lauzon ordonne l'évacuation des citoyens autour. La très haute température qu'il y avait là, on ne pouvait pas approcher et se protéger adéquatement. Donc, il a fallu attendre que l'intensité de l'incendie diminue pour, après ça, prendre la décision de dire « OK, go, on y va ». 2h41. De Sherbrooke, le directeur du service d'incendie, Gaëtan Drouin, arrive en renfort.
Il joint les scientifiques de Canutech, le service d'urgence de Transport Canada. J'aurais besoin absolument d'informations d'un incendie majeur. Après un déraillement, tout transporteur doit impérativement fournir à Canutech la liste des matières dangereuses impliquées dans l'accident. Avec leur expertise, les scientifiques appuient les pompiers pendant les opérations. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! 3h45. Une nouvelle détonation se produit. Une boule de feu surgit. La chaleur qui se dégage des citernes avoisine les 1500 degrés Celsius, la température maximale que peut atteindre un feu d'hydrocarbures. On ne peut s'approcher du brasier à moins de 700 mètres. 5 heures du matin. MMA confirme enfin que son convoi ne contient que du pétrole brut. La crainte liée au propane est écartée. Maintenant, les scénarios d'intervention se précisent. On se demande, entre autres, s'il faut laisser le pétrole brûler. On estime que cela pourrait prendre jusqu'à 2 semaines. Au-delà des impacts environnementaux majeurs, laisser brûler le feu ralentirait considérablement la suite des opérations. On savait très bien qu'on en avait pertinemment pour 7 à 10 jours avec un incendie majeur. Et pendant ce temps-là, on ne peut toujours pas s'attaquer au déraillement comme tel, au démantèlement des wagons et aller capter ce pétrole-là à la source. Donc, pétrole, encore une fois, qui a migré à l'intérieur des sols, à l'intérieur des conduites dans tout le centre-ville, ou du moins en grande partie. 6 heures. L'hélicoptère de la Sûreté du Québec survole le centre-ville. À son bord, Gaétan Drouin élabore sa stratégie d'extinction. Il note la position des wagons renversés, car si leur valve est ensevelie, les pompiers s'exposent à des risques. Faut savoir que lors d'un déraillement, la valve de surpression qui est sur le dessus du wagon-citerne va se retrouver à l'envers, va se retrouver même des fois dans le sol. À ce moment-là, le liquide qui, lui, est chauffé, ces vapeurs n'ont plus de place, n'ont pas d'espace pour sortir et ça va vraiment s'éventrer. Donc, c'est à ce moment-là où on voyait sur les images des boules de feu, des champignons dans le ciel. C'est à chaque fois où les vapeurs s'échappaient, mais de façon catastrophique du réservoir. Et ces vapeurs-là prenaient feu très rapidement compte tenu de la chaleur. 8h30. Le panache de fumée est intense. La concentration de contaminants dans l'air est préoccupante. Le laboratoire mobile TAGA du ministère de l'Environnement du Québec échantillonne et analyse l'air en continu. Je continue toujours au même point. On avait 540 de HAP. La chimiste Marie-Hélène Veilleux divulgue les résultats sans délai. 180 de NO2 et 330 de NOx. À certains endroits, les particules totales, celles qui affectent les poumons, atteignent 7 fois la norme permise. Pendant ce temps, les pompiers arrosent et refroidissent certaines citernes. Celles qui brûlent ne peuvent être éteintes avec de l'eau. Trop lourde, l'eau se déposerait sous le pétrole enflammé. Le pétrole se mettrait alors à flotter et l'incendie se propagerait. Le seul produit efficace contre un feu d'hydrocarbures, c'est la mousse ignifuge. À Lac-Mégantic, il en faudra une quantité phénoménale. Mais le problème, c'est qu'aucune caserne au Québec n'en dispose suffisamment. 10h45. Après plusieurs recherches, la solution est identifiée. Gaétan Drouin joint Ultramar à Lévis, près de Québec. La raffinerie stocke d'importantes quantités d'émulsifiant qui sert à produire la mousse. 30 000 litres seront donc livrés à Lac-Mégantic dans l'après-midi. Samedi, en début de soirée, 19h après le déraillement, l'attaque contre les citernes peut débuter. On avait premièrement décidé d'attendre d'arriver en soirée. Premièrement, pour être en mesure de voir mieux la flamme. On avait attendu à ce moment-là également que la chaleur s'apaise au niveau de l'incendie. La mousse agit comme une barrière qui sépare les flammes des vapeurs de pétrole. Pour produire cette mousse, il suffit d'ajouter 1% d'émulsifiant à l'eau.
Lorsque ce mélange entre en contact avec l'air, la mousse jaillit. On a commencé vraiment à la partie la plus haute du terrain, donc la topographie du terrain nous permettant encore une fois d'utiliser notre mousse extinctrice en débutant au niveau le plus haut, ce qui aide encore une fois la mousse à s'introduire à l'intérieur des wagons, sous les wagons. À aucun moment, la production de mousse ne doit être interrompue, sinon les flammes restantes envahiraient le secteur à nouveau. Le combat devrait être repris à zéro. Dimanche 7 juillet, 11 h. La mousse jaillit depuis une quinzaine d'heures. Les flammes sont éteintes. 80 services d'incendie venus d'ici et d'ailleurs ont été mobilisés pour l'opération. Après 2 jours de durs combats, les pompiers ont le sentiment du devoir accompli. Malgré l'ampleur de la tragédie et le deuil immense.